Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. Bonjour à tous, nous sommes ensemble pour l'heure libre, votre rendez-vous radio et digital en partenariat entre Front Populaire et Sud Radio, tous les samedis entre 10h et 11h. Merci de votre fidélité parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et à nous revoir sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Nous sommes ensemble pour une heure d'actualité. Je suis en compagnie de Michel Onfray, évidemment, Maxime Ledagar, rédacteur en chef de Front Populaire, et notre invité est Laurent Henninger, historien de la guerre, auteur de Comprendre la guerre chez Perrin, et vous êtes un spécialiste stratégie militaire. Merci d'être avec nous et bonjour à tous les trois. Au sommaire de cette émission, la visite surprise du président Zelensky à Londres, Paris et Bruxelles. C'était mercredi et ça demande de toujours plus d'armes, toujours plus de soutien. Est-ce une nouvelle marche vers la guerre qui a été franchie? Et des révélations cette semaine. Dans une interview, l'ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett est revenu sur son rôle de médiateur et sur la réalité des intentions des Américains et de leurs alliés. Vous allez voir, c'est surprenant. Officiellement, on veut une médiation pour la paix. En vérité, il faut écraser Poutine, dit-il. Et puis, il y a une autre révélation par un journaliste d'investigation américain, cette fois Seymour Hersh, qui affirme que les États-Unis seraient à l'origine des sabotages des gazoducs Nord Stream 1 et 2. Tout cela nous conduit à nous poser une question légitime. Nos gouvernements nous disent-ils la vérité sur leurs intentions? C'est le sujet de la semaine. Mais tout de suite, commençons par la journée de mercredi où le président Zelensky est allé à Londres, puis a été invité à dîner à l'Élysée en présence donc d'Emmanuel Macron et du chancelier Olaf Scholz. Maxime Ledagar, que faut-il retenir de la visite du président Zelensky mercredi? Oui, c'était une tournée européenne, mini-tournée européenne, on a dit, une visite surprise à Londres, Paris, puis Bruxelles. Alors je vous épargne les applaudissements, les mains sur le cœur, les odes à la joie et le sucre glace. La liste des cours de Zelensky était assez simple. Des armes lourdes de longue portée, des avions de combat. Il demandait également le renforcement des sanctions anti-russes, même si on a démontré récemment que ça ne servait pas à grand-chose. Et la possibilité d'entamer d'ici la fin 2023 des négociations pour faire entrer l'Ukraine dans l'UE et l'OTAN. Alors résultat des courses, aucun engagement vraiment concret de sérieux n'a été pris, ni à Londres, ni à Paris, ni à Bruxelles. Le vrai sujet, c'était les avions de combat, parce que c'est vraiment le symbole de l'escalade dans la guerre. Le chef du gouvernement britannique, Rishi Sunak, a proposé de former des pilotes, mais sans vraiment livrer d'avions à court terme. Et à Paris, Macron et Scholz n'ont pas été plus convaincants. Ils sont restés très évasifs sur le sujet et la possibilité de livrer des avions n'est pas à l'ordre du jour. En résumé, personne n'a d'objection de principe pour livrer des avions, mais personne ne veut le faire. En revanche, à Paris, Zelensky a été décoré par Macron de la Grande Croix de la Légion d'honneur pour sceller leur rapprochement diplomatique. Je crois savoir, Michel Onfray, que vous aviez été un petit peu, non pas choqué, il vous en faut d'autres, mais en tout cas surpris d'autant de mise en scène, de spectacularisation de la venue de Volodymyr Zelensky. Oui, en même temps, on est dans la société du spectacle, on le sait. On sait que Zelensky, avant de devenir président de l'Ukraine, était un homme de spectacle. On sait qu'il a laissé des traces dans les archives en jouant du piano avec son phallus. Et on sait également que Emmanuel Macron est aussi un spécialiste en théâtre et que il a connu son épouse de cette manière-là. Donc ce sont des gens de spectacle, ce sont des gens qui savent que la communication est plus importante que ce qui se passe véritablement et que à l'évidence, quand on veut tenir le en même temps, il faut que en même temps on puisse tenir un discours et que en même temps on puisse avoir une pratique qui soit contradictoire. Le en même temps, c'est démocratie, égalité, antifascisme, salut de l'Europe, et puis en même temps faisons fonctionner un peu le système européiste. Il s'agit d'avancer des pions américains, de permettre d'avancer des pions américains sur le territoire européen et de repousser le plus loin possible Poutine. Et certains disent même l'écraser. C'est l'espèce de jurisprudence Bernard-Henri Lévy, faites tomber un dictateur et il surgira, comme par enchantement, un démocrate. On a vu ce que ça a donné partout où ces gens-là ont fomenté des guerres. Alors, je voulais demander à notre invité, Laurent Henninger, ce qu'il avait pensé de cette visite du président Zelensky et de ce qu'a dit notre président. Nous voulons te réaffirmer notre volonté de t'accompagner vers la victoire, la paix et vers l'Europe. D'ailleurs, il y avait un intrus certainement dans cette phrase, c'était la paix. Oui, c'est-à-dire qu'en fait le camp occidental n'est pas totalement uni sur cette question de la guerre en Ukraine. Je pense qu'ils sont tous d'accord sur l'idée d'affaiblir la Russie, et de nuire à Poutine et à son régime, ça c'est à peu près clair. Mais ils sont pas
tous d'accord sur les objectifs précis. Les Américains eux-mêmes ne sont pas tous d'accord. On sait par exemple que le Pentagone, c'est-à-dire l'armée, les forces armées américaines sont plutôt défavorables à une guerre totale. À une guerre totale. Trop d'imprévus, m'avez-vous dit en coulisses. Il y a trop d'imprévus pour eux, et puis se lancer dans une guerre totale avec une puissance nucléaire... ça peut être vraiment total, oui, effectivement. Voilà, on sait que ceux qui sont les plus hystériques dans la haine de Poutine et des Russes, c'est les démocrates. Les démocrates et les néoconservateurs qui sont au Parti républicain. Et puis, en Europe, ceux qui sont les plus hystériques aussi, et j'emploie cet adjectif à dessein, ce sont les Britanniques, qui ont une vieille tradition anti-russe et anti-soviétique qui remonte à très loin dans l'histoire. Mais avant même la Russie soviétique, anti-russe, ça remonte à très loin, ça remonte à, je veux dire, dès la fin des guerres napoléoniennes, les Anglais se lancent dans une sorte de guerre froide qui va durer tout le long du 19e siècle contre la Russie. Bon, et puis surtout les Polonais. Oui, bien sûr. Les Polonais, pour plein de raisons qui là aussi remontent à bien plus loin que le communisme, qui remontent facilement au XVIIe siècle, si ce n'est plus. Alors, je voulais vous demander, on a vu... Mais, excusez-moi, pardon, une chose importante sur Macron que j'ai oublié de dire, c'est que Macron est obligé, malgré lui, en quelque sorte, je le porte pas tellement dans mon cœur, mais il faut reconnaître qu'il est obligé, en tant que président d'une puissance qui est également nucléaire, de jouer un rôle apaisant. Il ne peut pas se permettre de bouter le feu trop. D'accord. Alors, on a appris lors de ce voyage que le président ukrainien estimait que Emmanuel Macron, je cite, avait vraiment changé. Et je rappelle qu'effectivement, il est passé de « il ne faut pas vexer la Russie », qui était son idiome qu'il répétait régulièrement au mois de mai dernier, à « il faut soutenir l'Ukraine jusqu'à la guerre, jusqu'à la victoire, pardon ». Donc ça veut dire faire la guerre avec l'Ukraine, sinon ça va être compliqué. Ou au moins soutenir logistiquement de telle manière que... Oui. Et ça, c'est quand même un changement dans le paradigme français. On peut supposer que les Américains ont fait suffisamment de pression sur la France, comme ils en ont fait sur l'Allemagne aussi, qui était l'autre pays qui était un petit peu réticent. Ils ont fait suffisamment de pression sur la France. Enfin, moi, c'est ce que je suppute, en tout cas, pour que Macron, effectivement, modifie, infléchisse son discours. Michel, vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on parle des révélations justement du Premier ministre israélien et de ce journaliste américain ? Non, je souscris à cette idée, effectivement, qu'il y a des pressions des États-Unis, et même parfois plus que des pressions, puisque je pense que la France est alignée sur Bruxelles et que Bruxelles est alignée sur Washington. Donc la feuille de route de la politique française en la matière, mais pas seulement en la matière, elle est allée chercher du côté de Washington, évidemment. Ouais. Alors, vous restez avec nous. Nous allons parler de 2 révélations très importantes qui ont eu lieu cette semaine et qui sont passées totalement sous les radars de la presse française, mais qui pourtant nous renseignent énormément sur les objectifs de la coalition occidentale dans cette guerre. C'est très inquiétant. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. De retour sur l'heure libre, votre nouveau rendez-vous sur Sud Radio tous les samedis matins, en partenariat avec Front Populaire La Revue. Alors, je suis toujours avec Michel Onfray, cofondateur de Front Populaire, et Laurent Henninger, notre invité, qui est spécialiste en stratégie militaire, et bien sûr Maxime Lenagar, rédacteur en chef. Nous parlons de cette marche folle à la guerre mondiale en Ukraine. On se souvient que cette semaine, Emmanuel Macron a pu réaffirmer son soutien à Volodymyr Zelensky et dire « la Russie ne peut ni ne doit l'emporter ». Mais je vous propose de revenir un peu en arrière. Il y a quelques mois, du côté des Occidentaux, on était encore très prudents. Et on disait à l'opinion publique que tout était fait pour raisonner Poutine et négocier les conditions d'une paix. Et là, cette semaine, on découvre avec stupéfaction l'interview passée totalement inaperçue dans les médias de l'ancien Premier ministre israélien, Naftali Bennett, sur sa propre chaîne YouTube. Et que nous dit-il ? Qu'il n'a jamais été question de laisser la moindre chance aux négociations de paix. On va l'écouter, nous nous sommes penchés sur son interview. Écoutez bien la traduction. Pourquoi fallait-il aller en Allemagne ? Je suis allé en Allemagne parce que l'Allemagne et la France sont les 2 principaux acteurs en Europe
Et pour parvenir à un accord, chacun doit y mettre du sien. J'ai écrit un protocole sur ce dont nous avions discuté et sur les prochaines étapes, sur quels avaient été les désaccords pendant les négociations et sur ce que chacun avait à faire. À partir de là, je crois qu'ensemble, je n'en suis pas tout à fait sûr, on a informé les Américains et Macron. Qu'entendez-vous par les Américains? Biden lui-même? Non, d'habitude, c'était Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale. Parfois c'était Biden, parfois Blinken. Ils sont très stricts. Et Boris Johnson, vous savez, chaque chef d'État a sa propre approche. On peut faire un spectre des chefs d'État, ceux qui ont tendance à dire « maintenant, il faut combattre Poutine », Parce qu'il est méchant. et puis ceux qui disent Toutes les guerres ont leurs perdants. « tout à fait ». Boris Johnson était partisan de la ligne radicale. Macron et Scholz étaient plus pragmatiques, on va dire. Biden était entre les deux. Disons qu'à mon avis, l'Ouest a pris la décision légitime qu'il faut continuer de briser Poutine et sans négociation. Toutes mes actions ont été coordonnées jusque dans les moindres détails avec les États-Unis, l'Allemagne et la France. Ils ont interrompu les négociations? Dans l'ensemble, oui, ils les ont interrompues et il m'a semblé qu'ils faisaient une erreur. Je suis certain qu'il y avait de bonnes chances de parvenir à un cessez-le-feu S'ils n'avaient pas freiné? s'ils avaient continué d'essayer. Il faut briser Poutine et sans négociation. Voilà ce qui a été dit. C'est quand même très étonnant qu'on objecte ça à un médiateur, à un négociateur de la paix. Briser Poutine sans négociation, Laurent Henninger, c'est assez inédit ce genre de pratique. Non, pas tant que ça. Non ? Pas tant que ça. Les Américains procèdent toujours de la sorte. Il a été prouvé par un historien il y a déjà trentaine d'années que dans la culture stratégique américaine, on recherche toujours, et ce depuis le 19e siècle, depuis la guerre de sécession, on recherche toujours la capitulation sans condition de l'adversaire. On laisse aucune porte de sortie. Jamais. C'est la tradition américaine. Ce sont des guerres totale au sens de totalitaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de négociation possible, il n'y a pas de discussion. La culture américaine est en particulier dans le domaine stratégique, est une culture quasiment autiste et qui ne conçoit pas qu'il puisse y avoir de demi-mesure et de négociation. L'adversaire, c'est le mal avec un M majuscule. Ça vient de leur culture protestante qui mettent de la religion et du mysticisme un peu partout, surtout là où il faut pas. Et on négocie pas. Et ils ne conçoivent pas non plus que l'on soit neutre, par exemple. Ou ça va jusque là. Oui. On est avec eux ou contre eux. D'accord. Les choses sont simples. Mais vous comprenez que c'est très préoccupant ce que vous dites, parce que Oui. je rappelle un sondage de fait par Sud Radio avec l'IFOP qui disent que 82% des Français sont inquiets, ce que vous venez de nous dire. Oui. Ça va dans ce sens-là, il y a de quoi nourrir cette inquiétude. Oui. Je crois pas trop pour ma part, mais alors bien sûr, étant donné qu'on ne sait rien et que la situation peut changer, je peux très bien dire une bêtise. Ouais. Mais je ne crois pas trop au grand déclenchement d'une vraie guerre mondiale avec holocauste nucléaire et tout ça. Pas à cette étape. J'y crois pas beaucoup. Il y a quelques chances mais elles sont vraiment minimes. Pour l'instant, en tout cas. Pour l'instant. Michel Onfray, vous voulez réagir aux propos du Premier ministre israélien ? Oui, enfin, on connaît l'adage, si tu veux la paix, prépare la guerre. Là, on voit bien que si tu veux la paix, si tu veux la guerre, détruis la paix. Et que, effectivement, on fait semblant de rechercher la paix, mais qu'on ne la recherche pas du tout. Et je souscris à ce que Pierre dit, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une espèce d'impérialisme militaire qui fait que, souvenez-vous ce qui se passe en 1944, quand les Américains arrivent avec leurs alliés sur les plages du débarquement, la question se pose de savoir s'il faut aller jusqu'à Berchtesgaden et s'arrêter, ou s'il faut aller au-delà pour aller jusqu'à Moscou. Et de fait, cette espèce de
tropisme anti-russe, rabique. Il se manifeste ici avec cette idée, peut-être pas encore tranchée d'ailleurs, qu'il faut soit en finir avec Poutine, soit en finir avec la Russie elle-même. Je pense que ça doit se négocier aux États-Unis et que effectivement la politique française, elle se joue là. C'est-à-dire que le chef de l'État français ne peut même pas prendre des initiatives. On s'aperçoit qu'il est obligé de demander son avis au chancelier allemand, qu'il faut prendre en considération ce que dit la Grande-Bretagne. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a une espèce de faux Brexit là-bas, parce que c'est pas parce que on quitte l'Europe que finalement on change tout. C'est une méthode, le souverainisme. Quand on a quitté l'Europe, si c'est pour faire la même politique, ça ne change rien du tout. Et effectivement, la politique anglaise, c'est une politique anglo-saxonne qui est la politique américaine. C'est une politique franche. Elle est franchement alignée. Et nous, en France, on n'a plus les moyens d'avoir une politique franche. Il faut absolument qu'on demande leur avis aux États-Unis, aux Anglais, et l'Allemagne fait exactement la même chose. La perte de la souveraineté est visible aussi, c'est-à-dire que la France assiste impuissante à cette guerre qui se constitue. Alors, Laurent Henninger, je voulais vous repasser la parole parce que, je rappelle que vous êtes spécialiste en stratégie militaire, mais comment est-ce que vous décryptez l'enfumage que l'on fait de l'opinion, c'est-à-dire le faire croire qu'on est toujours officiellement pour trouver une solution de paix et dans le même temps être sur une solution très radicale vis-à-vis de Poutine? Écoutez, il y a un vieil adage, là encore, qui dit la première victime de la guerre, c'est la vérité. Bon, c'est-à-dire que il est bien connu, et je dirais, sans mauvais jeu de mots, c'est de bonne guerre, que dans toute guerre, les gouvernements racontent du flan, mentent, manipulent l'info, utilisent abondamment la censure, etc., les fausses nouvelles, bon, ça fait partie du jeu. Sauf que là, depuis quelque temps, on rentre dans une période où on est même au-delà du mensonge et tout ça. On atteint un degré de manipulation et de faux et de création ex nihilo de tout et de n'importe quoi qui atteint des degrés qu'on n'avait même pas encore vus pendant la Seconde Guerre mondiale, ou alors en germe. Mais on est même au-delà de la société du spectacle dont parlait Michel Onfray à un instant. On est dans la société du virtualisme. Ça avait déjà commencé, souvenez-vous, pendant la première guerre d'Irak en 90, quand Saddam Hussein avait envahi le Koweït et qu'on avait, dans les jours qui avaient suivi, il y avait une audition au Congrès des États-Unis d'une soi-disant, paraît-il, on nous l'a présenté comme telle, infirmière koweïtienne qui était en larmes au micro devant les sénateurs et qui a dit mais les soldats irakiens, ces bêtes sauvages, ont arraché les bébés des couveuses. Hein, vous connaissez ça. Et puis, on le sait maintenant, il n'y a jamais eu ça. Ça n'a jamais existé. Et que la soi-disant infirmière était en fait la fille de l'ambassadeur du Koweït à Washington. Bon, et le tout était organisé par une agence de com américaine qui avait été achetée. Ils avaient acheté l'agence spécialement depuis le début de la guerre pour manœuvrer tout. Bon, on a vu les simagrées de Colin Powell pour déclencher la deuxième guerre d'Irak avec une fiole de soi-disant de gaz mortel, toxique irakien. Tout est comme ça. C'est-à-dire qu'on rentre, on invente tout. Et puis alors, effectivement, je comprends que les opinions occidentales soient majoritairement pour l'Ukraine. Moi-même, je suis pas spécialement pour la Russie, mais comment dire, on n'a que les points de vue ukrainiens. C'est impossible d'avoir un point de vue critique, dans les médias mainstream en tout cas. C'est impossible. Alors en France particulièrement, aux États-Unis où il y a plus de tradition de liberté dans les médias, il y a eu, y compris des tribunes, y compris dans le New York Times, y compris dans des organes de presse, tout ce qu'il y a de légitime, et bon, il y a eu des points de vue divergents. En France, c'est pas possible. Vous êtes immédiatement taxé de poutinisme, d'être un agent russe. Oui, je vais rappeler les propos ce mercredi soir de Roselyne Bachelot sur une chaîne d'information qui a dit « Ah, ça fait du bien de voir les présidents français et allemands soutenir ainsi Zelensky parce qu'on a besoin d'images d'unité, parce que se fait jour ici et là des propos pro-poutinophiles. Poutinophiles, voilà. C'est-à-dire que dès que vous interrogez aujourd'hui sur les conditions de cette guerre et ce qu'il peut advenir, vous êtes poutinophile. Simplement, si vous n'êtes pas dans l'exaltation du président Zelensky et de devoir de le soutenir. Ah oui, mais on est dans 1984, on est dans Orwell.
il y a comment dire, une unanimité absolue. Alors du coup qui est devenu maintenant en partie sincère, mais demain ça se trouve ça sera forcé. Il y aura des policiers derrière chaque individu ou un drone derrière chaque individu qui lui pointera un pistolet. Michel Onfray, sur cet unanimisme, sur cette absolue nécessité d'être dans l'unanimité de l'opinion, qu'est-ce que vous avez à nous dire ? D'abord, j'ai à dire que c'est quand même consternant que Mme Bachelot puisse passer pour un oracle en géopolitique et en géostratégie quand on connaît sa carrière, de la faculté de médecine jusqu'à Cyril Hanouna, en passant par le refus d'un ministère, mais son acceptation quand on le lui propose. Ça, c'est quand même assez fascinant. Ceci dit, ce qui me paraît intéressant, c'est de voir quand même comment la France et l'Europe se sont comportés avec Russia Today, qui est passé pour une chaîne de propagande. Une chaîne de propagande, quand en fait, France Inter, Radio France n'est pas une chaîne de propagande, ça c'est sûr. Chacun a la démonstration que le service public n'est pas un service de propagande et qu'ils ont le souci de l'intérêt général et du bien public. Chacun aura compris que j'étais ironique. Donc effectivement, il fallait commencer la guerre en disant tous les gens qui pourraient apporter une information alternative, il faut les supprimer, il faut les détruire, il faut estimer qu'ils n'ont pas le droit à la parole. Moi j'étais abonné à Russia Today et je n'ai jamais remarqué que c'était spécialement poutinophile. Alors je veux bien qu'on parle de l'argent qui vient de la Russie, mais enfin il faut voir d'où vient l'argent de Libération, d'où vient l'argent du Monde, d'où vient l'argent de l'Obs et de ces journaux qui effectivement défendent cette guerre plein pot. Donc il y a un moment donné où on se dit si vous pouvez avoir une pensée alternative, c'est dangereux, c'est toxique. Et de fait, la première victime des guerres, c'est la vérité. La possibilité de la vérité, c'est le pluralisme de la presse, et le pluralisme de la presse, on sait bien qu'il n'existe pas beaucoup. Et on voit bien comment on s'y est pris pour flinguer Russia Today et comment aujourd'hui on s'y prend également pour essayer de se faire à l'idée que peut-être CNews ou peut-être C8 pourraient aussi avoir droit au même traitement parce que voilà effectivement des chaînes sur lesquelles on entend des voix qui sont discordantes. Il faut donc supprimer tout ça. Eh bien, dans un instant, nous allons revenir sur une autre révélation, celle du journalisme d'investigation Seymour Hersh, un Américain qui affirme que les États-Unis seraient à l'origine des sabotages des gazoducs Nord Stream 1 et 2. Oui, vous avez bien entendu, ce seraient les services américains qui auraient saboté le pipeline de ravitaillement de gaz. Restez à l'écoute de Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. Vous écoutez toujours l'heure libre, ce rendez-vous en partenariat avec Front Populaire, la revue et le site d'information frontpopulaire.fr. Nous parlons toujours de la guerre en Ukraine avec Michel Onfray, Maxime Le Nagard et le spécialiste de stratégie militaire Laurent Henninger. Alors, je vous le disais avant la coupure pub, il y a eu une autre révélation importante jeudi par le journaliste d'investigation américain Seymour Hersh, un journaliste d'investigation américain, disais-je, qui affirme que les États-Unis sont à l'origine des sabotages des gazoducs Nord Stream 1 et 2. Selon lui, des plongeurs de l'US Navy, aidés par la Norvège, ont posé des explosifs sur les pipelines qui reliaient la Russie à l'Allemagne à travers la mer Baltique. Explosifs posés en juin, précise-t-il, déclenchés 3 mois plus tard à distance. Alors, la première question qui vient à l'esprit, évidemment, c'est de demander à Maxime Le Nagard qui est ce journaliste. Est-il bien sérieux ? Alors oui, Stéphane Seymour Hersh est ce qu'on pourrait appeler un vieux de la vieille. C'est une légende du journalisme outre-Atlantique. Il est spécialiste dans les affaires militaires et les services secrets, américains principalement. Il est à l'origine de 2 grandes révélations au XXe siècle. En 1969, c'est lui qui avait sorti l'affaire du massacre de My Lai au Vietnam, lorsque une section de l'armée américaine avait tué l'année précédente plus de 500 habitants dans un village du Sud-Vietnam. Si on voulait utiliser une comparaison, c'est un peu le Radour-sur-Glane de ce coin du monde. Les militaires avaient été condamnés et Hersh avait reçu le prix Pulitzer en 70, l'année suivante. C'est également lui. Le prix Pulitzer, c'est quand même pas rien. Non, c'est pas rien dans le journalisme, c'est le sommet. C'est lui qui également, une trentaine d'années plus tard, avait révélé le scandale, vous savez, des actes de torture et des traitements infligés aux prisonniers dans la prison d'Abu Ghraib en Irak. On se souvient de la photo qui avait marqué la planète de cette femme qui traînait en laisse un prisonnier irakien. Alors bien sûr, l'enquête de Seymour Hersh s'appuie sur une seule source, elle est anonyme, il l'a publiée sur son blog, il est très critiqué en Occident. On dit que c'est un pro-russe, qu'il est sénile, qu'il a 85 ans. Évidemment. La question, c'est
gazoduc, cette distance critique vis-à-vis de Seymour Hersh, est-ce que les journalistes français l'ont eu quand il s'est agi d'accuser la Russie automatiquement pour l'explosion des gazoducs il y a quelques mois? On aimerait que la distance critique soit pas toujours à géométrie variable. Oui, voilà, à sens unique pour le moment. Alors, je voulais vous demander, Laurent Heininger, évidemment, pourquoi les Américains auraient fait cela? C'est une question naïve, parce que, évidemment, j'ai la réponse, mais je veux vous l'entendre dire. Parce que c'est leur tradition de déclencher des provocations comme ça en utilisant des méthodes terroristes, hein, parce que techniquement, faire sauter un gazoduc, c'est du terrorisme. Et puis parce que, bon, alors, il y a pas mal de gens qui ont dit, au passage, c'était bénéfique pour eux, puisque du coup, privés de gaz russe, les Européens allaient être obligés de se tourner vers les gaz de schiste américains. Bon, ça c'est possible. Mais moi, je vois encore une autre raison plus directe et encore plus première, si j'ose dire, c'est qu'il fallait définitivement couper les ponts, aussi bien symboliquement que physiquement, d'une partie de la classe dirigeante allemande avec la Russie. Parce que c'est pas un hasard si l'une des raisons pour lesquelles une partie de la classe politique allemande était très réticente à cette guerre, devant cette guerre et devant un trop grand soutien à l'Ukraine. Bon, d'une part, il y a des réticences d'ordre historique qui rappellent des années qu'on connaît bien, si j'ose dire, entre 41 et 45. Et donc les Allemands sont plutôt frileux de ce côté-là. Mais également parce que toute une partie de la classe politique allemande a été très très impliquée dans la construction de ce fameux gazoduc Nord Stream. Vous voulez dire qu'il y a eu des petites enveloppes, des choses comme ça? Oui, alors il y a eu des trucs comme ça, il y a eu des petites enveloppes, mais même à la limite, même sans qu'il y ait besoin d'enveloppes et quoi que ce soit, le fait que ce gazoduc existe, pot de vin ou pas d'ailleurs, est un lien physique et politique de l'Allemagne avec la Russie. Et il fallait le couper pour définitivement faire basculer, pour bien faire comprendre aux dirigeants allemands, bon, ça suffit maintenant, vos tergiversations et votre petit double jeu avec les Russes, ça suffit maintenant, vous êtes totalement dans notre camp. On les a ancrés de force, en quelque sorte, en coupant un cordon, littéralement, avec la Russie. C'est une vraie manœuvre d'intimidation. Ah oui, caractérisée. Bien sûr. Michel Onfray, vous devez certainement réagir à ce scoop du journaliste américain. Oui, d'abord, je me réjouis qu'on puisse le dire, nous, sur l'antenne de Sud Radio avec Front Populaire, parce que finalement, ces choses-là ne sont pas beaucoup dites. Clausewitz est connu pour avoir écrit un très gros livre qui s'appelle De la guerre. Ça fait 500 ou 600 pages, c'est assez indigeste. Il y a plein de choses qui ont vieilli, parce que ce sont les guerres napoléoniennes qui servent de schéma à Clausewitz. Mais Clausewitz a écrit un petit texte sur la guérilla, qui est extrêmement intéressant. Et tout ce dont on vient de parler depuis le début de l'émission, ça procède de la guérilla. Cette façon de dire, on va saboter tout ce qui permet, par exemple, de travailler à la paix, cette façon de saboter ou de détruire physiquement ou intellectuellement un journaliste de 85 ans. J'ouvre une parenthèse pour dire que j'en ai 2 ou 3 en tête, là, des journalistes français qui ont passé 80 ans et qui sont toujours sur un certain nombre d'antennes et qui sévissent depuis Valéry Giscard d'Estaing, et on n'utilise jamais l'argument de leur sénilité pour les écarter des antennes. Je peux donner quelques noms, mais enfin chacun y songera. Et donc, parenthèse fermée pour dire qu'effectivement, c'est toujours l'attaque ad hominem. On dit il est sénile, il dit n'importe quoi. Enfin, on dit aussi c'est un complotiste. Ouais. Il est complotiste, bien sûr, vous avez raison, il est complotiste, il est payé par la Russie, il doit toucher des enveloppes, etc. Comme si un certain nombre d'intellectuels, d'ailleurs, ne touchaient pas des enveloppes pour soutenir les États-Unis aujourd'hui. Ça aussi, c'est une parenthèse à ouvrir et à fermer, c'est un autre sujet. Mais je pense qu'effectivement, il prépare la guerre, il la prépare vraiment, il la prépare avec des actes de guérilla qui sont ceux-là, c'est-à-dire détruire les tentatives de paix, faire de telle sorte que symboliquement, effectivement, on fasse sauter un gazoduc, mais que ce soit réellement fait, mais qu'en même temps, ce soit aussi symbolique. Enfin, on voit bien que tout est fait pour conduire à une guerre que je dirais, alors planétaire, je sais pas, on peut la dire, elle est déjà mondiale dans la mesure où elle intéresse aussi bien les États-Unis que l'Europe, que l'Angleterre qui ne fait plus partie de l'Europe, la Russie bien sûr, mais la Chine est également concernée. Je pense que la Turquie et l'Iran mettent leur nez dans cette affaire, que Israël ne s'en soucie pas, s'en soucie également, et que tout le monde est déjà embarqué dans cette aventure. Évidemment, on a envie de vous demander aussi pourquoi est-ce que les médias occidentaux tout de suite ont accusé la Russie d'avoir fait ce sabotage. À mon avis, soit parce qu'ils ont reçu des ordres, mais je pense qu'à la limite, ils n'ont même plus besoin de recevoir des ordres. Ils sont déjà programmés.
les cerveaux des journalistes, des gens des médias et tout ça, sont déjà programmés et façonnés pour réagir de façon pavlovienne à ça. C'est forcément la Russie. De toute façon, la Russie, c'est le mal. Poutine, c'est Hitler. Hein, oui, on l'entend dire. Voilà, bon, c'est n'importe quoi. On entend dire aussi, de toute façon, si on ne l'arrête pas maintenant, il ira en Pologne, il ira en Hongrie, enfin bref, il déroulera jusqu'à Paris. Bien sûr. Ouais. Michel. Juste une information, parce que quand je dis que certains touchent des enveloppes, j'ai quelques informations. J'ai quelques noms aussi d'individus qui font, comme par hasard, des conférences qui sont payées 100 000 €. C'est quand même très intéressant d'avoir une intelligence à ce point-là qui fait que on fait une intervention d'1 heure et que on repart avec ce genre d'enveloppe. Alors évidemment, on n'est pas acheté pour tenir des propos en particulier, mais si on a la reconnaissance du ventre, bien évidemment, on peut par la suite renvoyer l'ascenseur et traiter de poutinophile, enfin de poutinien, quiconque n'est pas d'accord. Je rappelle que on a eu exactement la même chose à l'époque avec Saddam Hussein et que Bernard-Henri Lévy se confondait dans les éditoriaux qui étaient les siens en haine de Saddam Hussein puisqu'il traitait les gens de saddamites. Ah oui, c'est vrai. C'est quand même un mot qui avait été utilisé par Bernard-Henri Lévy à l'endroit de Jean-Pierre Chevènement. Je rappelle qu'aujourd'hui, quelqu'un qui traiterait quelqu'un de saddamite aurait probablement des problèmes et se retrouverait devant les tribunaux pour propos homophobes. C'est facile à vérifier, il suffit juste de prendre question de principe, les ouvrages de Bernard-Henri Lévy, de reprendre les bloc-notes de cette époque-là concernant Jean-Pierre Chevènement, et donc il était saddamite avec quelques autres, dont j'étais moi aussi évidemment à cette époque-là. Donc on recommence avec Poutine, comme on le fait en permanence, on criminalise, c'est-à-dire c'est la meilleure façon de ne pas penser. C'est très important d'éclairer ainsi sur le rôle des médias dans la fabrication de l'opinion, et c'est pour ça aussi que je voudrais insister auprès des auditeurs pour leur dire, faites circuler au maximum cette émission qui est de libre antenne, qui est de libre, véritablement c'est une heure libre, comme le dit son nom, parce qu'on y dit des choses que l'on n'entend pas ailleurs. Laurent Henninger, vous m'avez dit tout à l'heure en coulisses que vous étiez frappé par cet unanimisme et cette médiocrité journalistique du moment. Ah oui, elle est catastrophique, mais bon, ça fait un petit moment qu'elle dure. Ça. Alors il y a un unanimisme, il y a une attitude totalement moutonnière, une soumission et une servilité qui est ancienne dans le journalisme. C'était déjà dénoncé par certains polémistes dès le 19e siècle. Hein. Mais là, ça atteint des niveaux. Et alors, là où ça atteint un niveau supérieur par rapport à autrefois, c'est qu'en plus maintenant on a des journalistes qui n'ont plus aucune culture. C'est le degré 0. Oui, ils n'ont pas d'épaisseur historique. Ils n'ont aucune épaisseur historique, ni même intellectuelle en général, absolument aucune. Ils sont incapables du moindre recul. Leur vision, alors a fortiori dans un problème comme celui-là sur l'Ukraine, où il est impossible de ne pas réfléchir à cette question sans avoir de solides connaissances historiques de cette région qui est d'une complexité absolument folle. C'est pas les Ukrainiens d'un côté et les Russes de l'autre, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ouais. On va y revenir justement dans un instant. On va parler du dessous des cartes de géopolitique derrière la guerre contre Poutine, comment les États-Unis avancent leurs pions. À tout de suite sur Sud Radio. L'heure libre. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. Toujours à l'écoute de l'heure libre, une heure où on revient ensemble sur les informations principales de la semaine. Et cette semaine, nous parlons de la guerre en Ukraine après la visite du président Zelensky à Paris, Londres et Bruxelles jeudi. Alors, je suis toujours en compagnie de Michel Onfray, Maxime Le Nagar, rédacteur en chef de Front Populaire, et notre invité est Laurent Henninger, spécialiste de la stratégie militaire. Je rappelle que vous êtes historien de la guerre et co-auteur de Penser la guerre chez Perrin. Alors on sait que Poutine n'est pas un saint, ça on le disait à l'instant, on vous le rappelle 24 heures sur 24, Poutine c'est le mal. Mais revenons un peu sur la géopolitique américaine avec vous Laurent Henninger, parce que ce n'est pas abusé de dire que depuis la fin de la guerre, mais aussi depuis la fin de la guerre froide, les États-Unis interviennent partout dans le monde, là où ils peuvent servir leurs intérêts. On se souvient du Koweït, de l'Irak, de l'Afghanistan. Mais ce que l'on sait moins, Maxime Le Nagar, c'est que les Américains ont renversé également de nombreux gouvernements à travers le monde. Oui, alors je parle ici
je parle ici sous le contrôle de Laurent Henninger, évidemment, qui est historien, mais il est vrai que si on ouvre la focale historique, et c'est ce à quoi invitait Laurent Henninger récemment au sujet de l'Ukraine, le passé américain sur les 3 derniers siècles est largement un passif. On sait que les Américains influencent, font du soft power dans le monde, mais ils renversent effectivement des gouvernements depuis les années 50. Ça a commencé en 53 en Iran avec la destitution du Premier ministre Mossadegh, qui avait eu la mauvaise idée à l'époque de nationaliser le pétrole pour que son peuple puisse s'en servir. On suivi le Guatemala, le Congo, la République dominicaine, le Sud-Vietnam, le Brésil, le Chili. La liste est longue, donc je ne vais pas la continuer comme ça. Mais en ce moment même, au Pérou, il y a une crise institutionnelle. Le président Pedro Castillo, démocratiquement élu, vient d'être destitué et incarcéré. L'implication de la CIA à ce stade n'est pas formellement établie, mais il faut laisser le temps au temps. Et en tout cas, la question se pose étant donné l'histoire des États-Unis. On sait aussi que depuis les années 2000, les USA sont passés à une méthode d'influence intéressante. On a beaucoup parlé de révolution colorée. Nous, en Occident, ça a été théorisé ça dès les années 90 par un politologue américain qui s'appelait Gene Sharp. C'est lui qui a insufflé cette idée que concrètement, il fallait exporter la révolution dans les pays non ouverts à l'économie de marché pour que les masses puissent basculer dans le modèle américain. Et en 2004, quand on parle de révolution orange en Ukraine, c'est largement ça. L'objectif géopolitique pour les Américains, c'était aussi de pousser l'Ukraine vers l'Union européenne et vers l'OTAN. Alors Michel Onfray, évidemment, dire qu'il y a un impérialisme américain, ça va apparaître comme étant un truc de gauchiste des années 70. Oui, pourquoi pas. Si le gauchisme des années 70 dit des choses justes, eh bien, reprenons-le aujourd'hui. Moi, il se fait que je suis normand, tout le monde le sait, et que le 6 juin 44, le débarquement des Alliés, comme on disait, pour oublier qu'il y avait des Polonais, qu'il y avait des Néo-Zélandais, qu'il y avait des Anglais, etc., et des Canadiens aussi, beaucoup, tout ça nous montrait effectivement, il suffit de se souvenir du jour le plus long, des Américains qui aimaient tellement la liberté, qui venaient ici pour nous rendre notre liberté, puis après ils rentraient gentiment aux États-Unis comme si de rien n'était. Il y avait un programme qui s'appelait l'AMGOT, A-M-G-O-T, enfin c'est un acronyme qui disait Administration militaire des territoires occupés, Administration militaire des territoires occupés, je répète, et c'était un projet politique que les États-Unis avaient pour la France de vassalisation. Je rappelle, j'ai déjà beaucoup dit que l'opération du 6 juin 44 s'appelle Overlord et que ça veut dire suzerain, c'est-à-dire on peut pas mieux dire qu'on est dans une logique de suzeraineté et de vassalisation. Donc il s'agissait pour les États-Unis de vassaliser la France, il y avait une monnaie qui avait été frappée d'ailleurs, il y avait des billets, mon père m'a fait voir ça quand j'étais gamin, et c'est le général de Gaulle qui a fait savoir qu'il refusait absolument cette politique où il s'agissait de recycler les préfets et les sous-préfets de Vichy parce qu'ils étaient anticommunistes et qu'il fallait pouvoir s'appuyer sur une administration qui aurait été faite à la main de l'administration américaine. C'est une université des États-Unis à Charlottesville qui préparait cet impérialisme américain. Donc il est vieux comme le monde. Je pense qu'il est dans l'ADN des Américains de détruire les peuples qui s'opposent, en commençant par les Indiens, et qu'il a fallu d'est en ouest pour conquérir les États-Unis, détruire un peuple, une civilisation, une culture, les Indiens, et qu'ils sont toujours dans cette logique-là. C'est-à-dire que l'American Way of Life était importé dans les bagages des GI le 6 juin 44. Il s'agissait d'élargir le marché jusqu'à Berchtesgaden, puis éventuellement de l'élargir jusqu'à Moscou. Il se fait que Staline était là, qu'il y a eu la Yalta, que ça ne s'est pas passé exactement comme ça, mais qu'une fois que le général de Gaulle est décédé, la politique impérialiste américaine est revenue avec des gens comme Jean Monnet, avec des gens comme Schuman, avec des gens comme François Mitterrand et tous les maastrichtiens de droite et de gauche qui font le travail des États-Unis de manière plus cool. Voilà. Alors, est-ce que on peut pas résumer ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, Laurent Henninger, par l'affrontement de deux impérialismes? Ce n'est pas la guerre simplement de Zelensky contre Poutine, c'est l'impérialisme russe face à l'impérialisme américain. Oui, c'est pas faux, sauf qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Pourquoi ? Parce que ce sont deux impérialismes, certes, mais deux impérialismes de nature totalement différente. C'est pas les mêmes impérialismes, on ne peut pas mettre un signe égal. La Russie, c'est un impérialisme archaïque, c'est un impérialisme à l'ancienne, c'est un impérialisme de type romain, qui est territorial. C'est un impérialisme, donc empire, c'est un empire qui intègre à l'intérieur de ses frontières, comme Rome, tout un tas d'autres peuples. Il n'y a pas que des Russes dans la Fédération de Russie. Il y a des Tatars, il y a tout ça, etc. Et qui considère, et qui ensuite, en dehors de ses terres, de son espace géographique propre, cherche aussi à ne pas avoir d'ennemis sur ses frontières immédiates, sur son pourtour.
ce que Poutine appelle l'étranger proche. Hein. C'est pour ça qu'il y a eu la guerre en Géorgie en 2008, c'est pour ça que il y a cette affaire en Ukraine, il y a la Biélorussie, etc., etc. C'est pour ça qu'en 1945 ils ont soviétisé, et encore en partie à reculons d'ailleurs. Ça serait cette affaire de la création des pays communistes en Europe de l'Est entre 1945 et 1948. Elle est complexe et elle demanderait à être revue, à être affinée. Hein. Mais ils cherchent à avoir des tampons, des États clients tampons sur leurs frontières. Point. Ils s'arrêtent là. Alors que les Américains, c'est un impérialisme de type moderne, totalement moderne, qui n'est plus un impérialisme que je pourrais qualifier d'agraire, de type romain et purement territorial. C'est un impérialisme réticulaire, c'est-à-dire qui crée du réseau, avec effectivement des bases partout dans le monde. Hein. En parenthèse, ils se plaignent d'un malheureux ballon chinois au-dessus du Montana, la belle affaire, quand eux ont des bases d'espionnage et des grandes antennes partout dans le monde. C'est un peu... proportionné. Oui. Et c'est réticulaire, et c'est un empire qui est suffisamment souple et intelligent pour laisser tous ces États clients et toutes ces parties dans le monde formellement indépendants et souverains, formellement. Ouais. Mais eux, ils ont une visée réellement mondiale. Pourquoi ? Parce qu'ils sont animés non seulement par une vision messianique qui vient de leur protestantisme et tout ça, mais également parce que leur hyper-capitalisme, c'est un capitalisme particulier, le capitalisme américain, hein, il peut y en avoir d'autres. Hein. Je ne tiens pas un discours communiste, anticapitaliste, mais l'hypercapitalisme américain a vocation véritablement à s'étendre à l'infini, y compris à l'espace. Hein. D'ailleurs, c'est pas un hasard si c'est eux qui sont en pointe en matière de conquête spatiale, qui visent maintenant, d'ailleurs c'est très officiel, des considérations économiques, que ce soit sur Mars, sur la ceinture de météorites entre Mars et Jupiter, dont on cherche à savoir s'il y a du minerai à l'intérieur et tout ça. Bon, c'est une pieuvre, c'est une sorte de virus, de microbe qui a vocation à s'étendre à l'infini, pas la Russie. Pas la Russie. Et quel que soit son niveau de brutalité par ailleurs. Oui, parce on n'excuse rien. On n'excuse rien, et puis on sait très bien que Poutine et son régime, c'est pas des grands enfants de cœur. C'est des grands humanistes. Oui, tout à fait. Mais Michel, vous partagez cette analyse de Laurent Henninger ? Oui, absolument. Je pense que je pense que la Russie a un impérialisme idéologique de résistance à l'Occident, pendant que l'Occident, c'est-à-dire l'Europe s'en va, mais les États-Unis, avec l'Australie, avec la Nouvelle-Zélande, etc., sont dans une logique d'État total. Je pense qu'ils veulent une civilisation totale, ils veulent un État total, et que de fait, il y a chez eux un désir de réification, de tout transformer en chose, en objet. Il faut qu'on puisse faire de telle sorte que les utérus des femmes puissent être loués, que des enfants puissent être vendus, qu'on puisse acheter du sperme, qu'on puisse vendre des ovules. Ils sont dans la logique transhumanisme, mais il y a vraiment une tête de pont dans cette aventure, c'est Elon Musk. Et on voit bien comment ce personnage-là se propose de conquérir l'espace, l'espace en dehors de la Terre, de conquérir l'espace géographique de la planète entière. C'est-à-dire que quand il fait des voitures Tesla, c'est pas du tout pour faire des voitures intelligentes, c'est fait pour faire de telle sorte qu'on ramasse des datas au maximum. Et voilà quelqu'un qui, avec la société Neuralink, est en train de vouloir pucer les individus pour faire de telle sorte que Google pense à leur place. On parle de l'intelligence artificielle, de fameux GPT là récemment. On se dit mais finalement tout ça est fait pour que on puisse se dire mais ne cherchez plus à vous former, à devenir intelligent. Vous allez avoir une intelligence artificielle qui va faire ça pour vous. Et donc cet impérialisme vise un État total. Je pense que c'est la première fois que qu'on a la proposition d'un impérialisme planétaire total et même au-delà de la planète. Parce qu'effectivement, Emmanuel disait tout à l'heure qu'il y avait un impérialisme romain et de fait il est ancien, il fonctionne d'une manière particulière. Le schéma est nouveau. Je pense que c'est l'infini. C'est même plus la finitude d'un territoire. C'est la possibilité de dire jusqu'à Mars, nous irons, parce que s'il y a des choses à vendre, il y aura des choses à faire, des choses à vendre et à acheter. C'est-à-dire leur capitalisme est un consumérisme. Pour eux, ce qui importe, c'est qu'on puisse acheter et vendre. La gauche aujourd'hui devrait résister à la réification. Une partie de la gauche française aujourd'hui travaille à la réification. Ouais.
Alors, on va profiter de la présence de Laurent Henninger pour essayer de se livrer à un tout petit exercice prospectif. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous ne croyiez pas à un conflit mondial nucléaire. Laurent, vous étiez plutôt convaincu que ce qui nous attend, c'est un conflit très long, car la Russie va faire le dos rond. C'est-à-dire qu'elle ne va pas céder aux provocations. Oui, je pense. Je pense qu'ils vont passer des provocations, qu'ils font le dos rond, que pour l'instant, sur le front sud et est, ils pilonnent de façon quasi permanente l'armée ukrainienne, qu'ils vont fatiguer, épuiser l'armée ukrainienne. Ils vont prendre le temps qu'il faut. Ce sont des Russes, donc en partie des Asiatiques. C'est l'infinie patience de l'Asie, pour reprendre des clichés, et qu'ils jouent en partie sur du velours parce qu'il y a des dissensions internes de plus en plus graves. Il y en avait déjà à la base en Ukraine, mais elles s'aggravent de jour en jour. Eh bien, je vous remercie tous les trois. Je vous donne rendez-vous sur tous nos environnements digitaux, ceux de Sud Radio bien sûr, ainsi que sur frontpopulaire.fr. À samedi prochain pour une prochaine heure libre.